Eh bien, je vous remercie, chers collègues, et je remercie les organisatrices de ce programme de m'avoir invité ce soir. Je dois commencer par m'excuser auprès de mes auditeurs pour l'inexpérience dont je ferai preuve dans cette situation, parce que j'ai eu la chance de ne jamais encore faire de conférence sur Zoom. Donc voilà, c'est une sorte de baptême de la non-présence. Enfin, je vous remercie quand même beaucoup d'être là. Mon titre vous aura donné une sorte de plan de la contribution que j'apporterai ce soir au beau programme de votre semestre. Alors d'abord, pourquoi parler d'une première découverte des Alpes? L'habitude prévaut de présenter la découverte des Alpes, ce qu'on appelle ainsi, comme un phénomène apparu au XVIIIe siècle, après des siècles de rejet de la montagne, de peur, etc. Et l'on cite toujours Albrecht de Haller, Rousseau, Horace Bénédict de Saussure et d'autres. J'ai donné moi-même dans cette habitude, dans mes premiers travaux sur ce sujet, et en fait, ce n'est pas faux. Je ne veux pas dénoncer cette historiographie comme fausse, mais ça n'est pas tout à fait juste non plus. C'est une vision historique partielle et, à mon sens, insuffisamment informée. Depuis quelques années, un débat historiographique s'est ouvert sur ce sujet qui montre que la première découverte des Alpes remonte en fait à la fin du XVe siècle et au début du XVIe. Et pour voir cela, il ne faut pas inscrire les Alpes dans une histoire de l'alpinisme, dans une histoire de la conquête, ou dans une histoire des sciences les plus modernes, mais il faut les inscrire dans l'histoire des voyages de découverte. On comprend alors que la période qu'on a appelée celle des grandes découvertes, des grands voyages, pour citer le titre de l'œuvre majeure conduite par Théodore de Brie, cette période constitue le moment historique approprié pour les Alpes aussi. Les premières explorations alpines ont eu lieu en effet à la fin du XVe, comme je viens de le dire, et au cours du XVIe siècle. C'est alors qu'on découvre la montagne comme un autre espace, un autre nouveau monde. Rousseau reprendra cette expression du nouveau monde dans la Nouvelle Héloïse, qui se découvre à l'intérieur du monde européen connu et qui bouleverse les connaissances géographiques héritées de l'Antiquité et du Moyen Âge, mais qui bouleverse aussi la conscience des contemporains d'une manière au moins partiellement comparable à l'effet des explorations du continent américain. Dans cette histoire de la découverte, on ne saurait trop marquer l'importance des deux textes de Konrad Gessner dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui. Mais d'abord, faisons un détour par la Cosmographia Universalis, la cosmographie universelle de Sébastien Münster, dont vous voyez ici une image. Il s'agit du frontispice du chapitre que Münster consacre dans la première édition de son livre à la Confédération helvétique. Mais pour introduire cette partie de ma conférence, je dirais que la première moitié du XVIe siècle a vu paraître d'assez nombreux récits qui relataient des voyages et des explorations des Alpes, pour la plupart en latin. Ces récits représentaient la partie émergée d'un mouvement culturel et social plus profond. Je n'en parlerai pas ici. Je donne quelques références rapides dans une brève bibliographie que vous verrez dans les derniers slides de ce PowerPoint. Mais en parlant de la cosmographie universelle, je chercherai donc à inscrire l'intérêt de Gessner pour la montagne dans un contexte intellectuel plus large, celui de la prémodernité, et je le ferai plutôt qu'à travers le commentaire de texte, ces récits dont je parlais, je le ferai à travers quelques images significatives tirées de la cosmographie. Qu'est-ce que c'est que cette cosmographie universelle? C'est un ouvrage encyclopédique typique de la Renaissance et qui est tout à fait essentiel
pour remonter aux sources de la géographie moderne. Sa première édition est parue à Bâle en 1544 et elle était consacrée, cette première édition, d'abord aux territoires européens connus dont la Confédération helvétique faisait partie. Vous voyez l'image qu'en donne Münster à son début. Ce ne sont que montagnes et lacs, quelques territoires agricoles, quelques châteaux, quelques villes à peine visibles, des chemins de cols. L'ouvrage de Münster a été réédité de nombreuses fois en latin et en allemand. Cette première édition est en allemand, c'est intéressant, dans des éditions qui furent au fur et à mesure augmentées, jusqu'à justifier ce terme de universalis dont le titre se pare. Une édition française a été publiée en 1575 par Belforest. Elle est connue et elle apporte des éléments nouveaux, très intéressants sur la France notamment. Alors, qui était le maître de l'ouvrage, Sébastien Münster? C'était un homme né en Allemagne du Sud qui devint un moine franciscain et puis qui se convertit à la Réforme. Un savant universel comme en produisait l'époque. À son début, la cosmographie qu'il entreprend avec un cercle de savants est une compilation d'auteurs antiques et médiévaux qui introduisaient des éléments nouveaux, mais d'abord elle faisait la part belle à ce savoir de l'auctoritas si important dans la tradition médiévale. Pourtant, Münster y intègre aussi des descriptions fondées sur une connaissance directe. Lui-même avait pris la route pour se rendre sur les lieux dont il voulait traiter, en Suisse et en Allemagne, parce qu'il est un des auteurs de ces premiers volumes de la cosmographie. On trouve sous la plume de Münster des expressions comme oculis propriis conspexi, je l'ai vu de mes propres yeux, ou encore experimento discere, apprendre par l'expérience. Par la suite, et jusqu'à sa mort, survenue en 1554, Münster prit soin de développer un réseau d'informateurs et de correspondants qui avaient eux-mêmes visité les régions décrites dans la cosmographie. Et ce mouvement fut suivi par les éditeurs après lui. Il y a donc un ancrage du savoir cosmographique dans le voyage de découverte, et cet ancrage montre la place de plus en plus importante tenue par l'observation dans la science géographique de la Renaissance. Et puis, le lecteur est invité à devenir lui-même un voyageur durant son parcours du livre. Les marques de cet imaginaire du voyage sont nombreuses, de manière déclarative, par allusion ou par les gravures, les cartes et les paysages qui émaillent le livre et qui sont comme autant d'étapes dans un voyage de lecture. Je voudrais illustrer cette importance de l'observation dans la cosmographie, et vous le comprenez dans la culture d'époque, par l'exemple des pages sur le volcan sicilien de l'Etna qu'on trouve dans l'ouvrage de Münster. Dans les éditions les plus anciennes de la cosmographie, le texte sur l'Etna comporte d'abord un long récit des grandes éruptions historiques du volcan, avec des informations tirées des auteurs anciens depuis Pline, puis des récits médiévaux racontant différentes éruptions. Mais on sait qu'il y eut en 1537 une éruption importante de l'Etna. Elle est quasi contemporaine de la rédaction de la cosmographie, et elle est mise en évidence dans l'édition de 1554 avec force détails venus de témoins directs. L'horreur, la grandeur du phénomène, la force des impressions, notamment des impressions nocturnes avec le spectacle de l'avancée de la masse de lave compacte et rougeoyante, les dommages causés aux cultures, aux animaux, aux habitations, tout cela est décrit de manière visuelle, dans une rhétorique de l'ekphrasis très puissante. Et puis une explication scientifique est proposée dans le texte qui incrimine le soufre présent dans les cavernes souterraines remplies de feu au plus profond de l'île. Alors, mon image est mauvaise.
mais elle n'est pas destinée à être commentée longuement. C'est une illustration de petit format, hein, carré, environ 6 sur 6, qui accompagne le texte que je viens de décrire brièvement. L'image ici témoigne moins du souci de l'exactitude géographique que du désir de communiquer cette impression de terreur dont je parlais. L'Etna domine de sa masse et de sa hauteur la ville de Catane et la campagne alentour. Malheureusement, l'image très petite a été ici agrandie dans le PowerPoint, un peu malgré moi, et ce qu'on voit n'est pas tout à fait suffisant. Mais je ne vais pas m'y attarder longuement. Disons que cette image est reprise dans plusieurs éditions, puis elle a été remplacée par une autre que j'espère vous montrer. La voilà. Et je n'ai pas pu consulter toutes les éditions successives de la cosmographie pour trouver laquelle est marquée par l'apparition de cette nouvelle image. Je la présente ici dans la dernière édition de l'ouvrage, celle de 1628. Alors, attardons-nous un instant sur cette gravure. Elle est d'un format rectangulaire, elle est sensiblement plus grande que la vignette que je vous ai montrée tout à l'heure dans la page de l'édition, et elle attire immédiatement l'attention, bien entendu. La campagne ici est bien visible, déserte, désolée par l'éruption. Catane est indiquée sur la gauche de l'image, cette petite ville entourée de quelques arbres, peupliers ou cyprès. On aperçoit la mer, des maisons, un village au bord du rivage, plus loin à droite. Mais au centre de la gravure, toute l'importance visuelle est donnée au volcan, qui est comme encadré par l'agencement paysager et qui s'élève là, dramatique, solitaire. Les flammes qui jaillissent de son sommet, les blocs de roches projetés, s'écroulent et dévalent les pentes. Et puis, au premier plan, 2 cavaliers. On voit l'un d'eux tourner vers le volcan. Un gentilhomme à pied les accueille, les escorte. Évidemment, ce groupe vient souligner la fonction testimoniale de la gravure et de la narration qui l'accompagne. On est dans un monde déjà très différent de la gravure précédente. On ne doute pas que ce sont là des voyageurs, ceux qu'on appelait à l'époque des curieux, et on ne doute pas qu'ils ont entrepris leur voyage pour venir observer cette montagne qui explose sous leurs yeux. Et d'ailleurs aussi sous les yeux du lecteur dans le dispositif très théâtral qui construit cette image. Elle communique à la fois l'affreuse grandeur du phénomène et la véracité de l'observation. Le texte, d'ailleurs, le texte qui accompagne cette illustration dans l'édition de 1628, est passablement plus court que celui des éditions antérieures, et il ne fait plus guère état des témoignages anciens. Devant cette gravure, on ne doute pas que les éditeurs n'aient voulu rappeler la valeur d'observation ad naturam des connaissances nouvellement acquises. On peut d'ailleurs rappeler que le grand livre de Francis Bacon, le Novum Organum, était paru en 1620, quelques années avant cette édition de la dernière édition de la cosmographie. On rappelle qu'elle apportait une théorie incontestée aux sciences d'observation, qu'on appellera plus tard des sciences baconiennes, et à celles qu'on dira aussi expérimentales, dont la géographie, dès ces moments-là, souhaite faire partie. Mais une autre chose est intéressante dans cette image. L'image de l'Etna véhicule en effet aussi une conception scientifique de la formation des montagnes, celle qu'on appelle volcanique ou parfois plutonienne, largement répandue à la Renaissance. Selon cette conception, les montagnes sont nées de l'action du feu intérieur de la Terre. Elle repose, cette conception, sur la théorie des 4 éléments, et elle marque de son sceau la découverte de la montagne, cette première découverte, en jetant sur elle une lumière fascinante qui porte les curieux à la parcourir pour mieux la comprendre. Le sublime, dont on voit ici une image
à l'époque renaissante et baroque, doit beaucoup à cette conception volcanique de la montagne. C'est pourquoi je vais maintenant arriver à la troisième partie de mon exposé que j'ai intitulé « Le feu sculpteur de montagne ». Et j'en arrive avec cette partie à Gessner lui-même. La plupart d'entre vous reconnaissent sans doute ce billet de banque qui a été retiré il y a peu. C'était la 6e série des billets de banque suisses, fort belle, avec plusieurs savants et de grande renommée dans l'histoire du pays. Alors Gessner avait droit au billet de 50 francs. Vous voyez ici l'orthographe alémanique de son nom, Konrad Gessner, avec les 2 S, et puis les dates de sa naissance et de sa mort. Le portrait est excellent et il est un portrait ancien, ce n'est pas un portrait du 19e siècle comme on voit souvent pour les grands renaissants. Alors, Gessner était donc né à Zurich en 1516. Il y avait trouvé ses premiers maîtres parmi les réformateurs. Il avait fait ensuite des études à Bourges et à Paris, dans le milieu des humanistes français. Il fut nommé à 21 ans et pour peu de temps professeur à l'Académie de Lausanne qui venait d'être fondée par Théodore de Bèze pour l'enseignement du grec. Et donc c'est un de nos illustres prédécesseurs, chers collègues. Il avait acquis ensuite ses diplômes de médecine à Bâle. Et puis il était devenu médecin et professeur d'histoire naturelle dans sa ville natale, Zurich. C'était un esprit universel qui a publié des travaux très important, d'abord philologique et bibliographique. Il est l'auteur de la Bibliotheca Universalis, encore une ambition universelle, qui a constitué la première recension des ouvrages imprimés jusqu'à lui en hébreu, en grec et en latin. Et puis il est l'auteur d'ouvrages de médecine et de sciences naturelles, elles aussi pionnières et importantes, comme l'Historia Animalium, très richement illustrée, qu'on considère comme un ouvrage fondateur d'une première zoologie, le terme est anachronique, descriptive. Et il est aussi, on a publié de lui de nombreuses lettres qui le montrent comme un voyageur et un excursionniste passionné. Peu de temps avant la première édition de la Cosmographie universelle, le jeune Gessner avait publié un texte d'éloge sur les montagnes qui était paru en introduction à un petit traité qui portait sur les usages du lait et des produits qu'en tirent les paysans des Alpes. On a tendance à traiter ça un peu à la légère, mais en fait, c'était un phénomène très important que cet intérêt d'un lettré, d'un grand savant pour les productions populaires paysannes de l'époque. Alors, ce texte était intitulé De Admiratione Montium, de l'admiration des montagnes. Il prenait la forme d'une lettre adressée à un ami. Gessner y citait longuement un autre savant réformateur, Simon Grinaeus, Simon Griner, qui faisait partie du cercle de Sébastien Münster à Bâle. Et on peut supposer qu'à travers Grinaeus, le jeune Gessner cherchait à se rapprocher du groupe de la cosmographie et des milieux savants autour de l'université de Bâle. La lettre dont je vais vous parler maintenant, cette lettre sur l'admiration des montagnes, commence par une vibrante apologie de la marche et des bonheurs du paysage. Gessner fait part de sa décision d'effectuer chaque été une ascension pour observer les plantes. Et il ajoute, je cite, « pour procurer à mon corps un noble exercice en même temps qu'une jouissance à mon esprit ». Il fait l'éloge des spectacles naturels qu'offre la montagne. Il s'élève contre les gens des villes qui rampent, dit-il, comme des pourceaux et restent insensibles aux merveilles de ce paradis terrestre. Ces sentiments d'admiration et de plaisir sont accompagnés d'un questionnement scientifique et philosophique. Gessner formule des hypothèses sur la formation des montagnes, hypothèses qui reposent sur la physique des 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, qui sont constamment en interaction. Il explique que l'air emprisonné dans les cavités de la montagne se charge de vapeur et que, cherchant une issue, agité par la pression de la terre,
il provoque les tremblements de terre. Il explique que l'eau abondante dans les Alpes est retenue dans les puits profonds que celles-ci renferment, dans les cavités qui communiquent entre eux. Mais les montagnes sont avant tout l'œuvre du feu. Celui-ci règne à l'intérieur de la terre. Il réchauffe l'eau, il la change en vapeur, laquelle se condense sous l'effet du froid terrestre. Les eaux thermales ne font autre chose qu'attester de la présence et de l'action de ce feu intérieur. Mais la lutte du feu qui est léger, qui est enclin à monter, et de la terre qui est lourde, compacte, qui est entraînée vers le bas, cette lutte explique l'élévation des montagnes. En effet, dit Gessner, argumente-t-il, quand le feu trouve une issue, il s'échappe et il déplace ces masses de roches en fusion. Et c'est alors qu'on aperçoit les flammes et les fumées au sommet des volcans. Mais lorsqu'il ne trouve pas d'issue, le feu est contraint à stopper son élan, enfermé sous le poids de la terre. Et c'est alors que les montagnes se soulèvent à son image, à l'image du feu, sculptant l'élément terrestre dans une sorte de lutte tellurique, en le portant à des hauteurs qui peuvent être considérables et en lui donnant ces formes de langue et de cônes pointus qui sont l'image même des flammes. Igneam naturam imitando, écrit Gessner. Le feu est ainsi, vous vous passerez de la traduction, bien sûr, le feu est ainsi l'habitus, terme aristotélicien des montagnes, le lien, écrit-il, qui les retient et qui, tendu de partout, s'étend du centre où il commence jusqu'aux extrémités. On voit que dans le regard de Gessner, le paysage des Alpes est un paysage prodigieusement dynamique. Il est le produit des luttes et des équilibres entre les éléments. Il est le porteur des marques de sa propre formation sous l'aspect des ressemblances, concept renaissant essentiel qui l'ont créé. Le latin de Gessner dit bien cette énergie des éléments. Les termes de violentia, vix, potentia, les verbes rapere, tolere, enlever vers le haut, tout ce vocabulaire est celui d'une violence irrésistible, du soulèvement des forces en acte. Je le cite encore en latin, natura ignea terram sublimem secum rapiens. Pardonnez ma manière de parler le latin, j'en ai fait beaucoup au Collège Saint-Michel, mais il y a bien des années. Donc la nature ignée, la nature du feu, enlevant avec elle la terre qui s'élève. Gessner ne manque pas d'ailleurs de mentionner à 2 reprises l'Etna comme illustration de sa théorie tellurique, de sa théorie plutonienne de la formation des montagnes, et toute sa description pourrait être appliquée aux gravures de l'Etna que nous avons vues dans la cosmographie. Mais je retiendrai une dernière image de la cosmographie que je vous montre ici, qui fait le lien avec la théorie du feu de Gessner, et j'essaierai de regarder avec vous cette image des bains de Loesch. Leukerbad, et vous voyez dans la marge gauche, Thermae, je pense que c'est Luckensae. Ces bains de Loesch, auxquels la lettre sur l'admiration des montagnes fait d'ailleurs allusion, montrent bien la prégnance du feu dans une perception à la fois savante et puissamment poétique de la montagne. Au centre de l'image, le village, qui regroupe quelques maisons autour de l'établissement des bains où séjournent des baigneurs nus. Je ne commente pas l'image, vous laissant le soin de la voir avec sa végétation, le paysan qui traverse la rivière, qui descend des montagnes, le bouquetin, image signature animale de la montagne, à droite en haut. Mais l'aspect le plus remarquable de cette gravure, c'est ce cirque de montagnes grandiose autour du village. Chacune est comme une entité, chacune est à la fois séparée et semblable à ses voisines. Et toutes ensemble forment une immense paroi rocheuse dont
les éléments sont comme jetés vers le ciel, comme léchant le ciel. Et je n'emploie pas cette métaphore au hasard. Les montagnes, droites ou tordues, ont des figures similaires aux flammes. L'élan interrompu qu'elles dessinent dans leur élévation témoigne du poids et de la puissance propre à la masse rocheuse, censée avoir stoppé le feu et le maintenir dans les cavernes souterraines où il transmet sa chaleur à l'eau des sources thermales. On voit cette poétique des éléments qui était si sensible dans le texte de Gessner que j'ai commenté. On voit ici, superposant une cause physique, le plutonisme, à un processus fondamental dans l'intellection de la Renaissance, la similitude, la ressemblance. On voit que cette gravure constitue une magnifique illustration de la lettre de Gessner et de la théorie volcanique. On trouvait d'ailleurs les mêmes formes volcaniques, vous vous en souvenez probablement, dans le frontispice du chapitre sur la Confédération helvétique, faite de chaînes de montagnes s'élevant comme des cônes volcaniques ou des flammes et de lacs. Mais venons-en à la dernière partie de ma présentation de ce soir, le texte de Gessner relatant son ascension au mont Pilate. En effet, Konrad Gessner a écrit un second texte sur son expérience de la montagne, qui est en fait plus important du point de vue historique et du point de vue de l'histoire des savoirs et de la découverte des Alpes, plus important que le premier. Ce texte illustre remarquablement le genre des voyages savants qui étaient florissants au XVIe siècle. Il raconte une excursion faite en août 1555 sur l'une des cimes du massif du mont Pilate qui domine la ville de Lucerne. Gessner fait le récit de cette ascension dans une lettre, à nouveau, qu'il adresse à un ami médecin. Il donne pour titre à cette lettre « Descriptio Montis Fracti, Juxta Lucernam », et je passe parce que c'est un titre très long, description du mont, on l'appelle en français le Fracmont, le mont rompu, le mont cassé, près de Lucerne. Elle a été publiée, cette lettre, dans les pièces annexes d'un traité de botanique portant sur les lunaires, des plantes non condonnées à des plantes qui luisent la nuit. On peut rappeler que le Pilate était appelé le Mons Fractus jusqu'au XVIIIe siècle. Voici une gravure que je ne commenterai pas. Elle date du début du XVIIIe siècle, mais elle présente une forme de carte paysage qui fut pratiquée longtemps à partir de la Renaissance, et elle correspond sans doute à quelque chose de l'image qu'avaient de la montagne les gens du XVIe siècle. Alors, parlons maintenant de cette description de Gessner. Elle commence à nouveau par un éloge vibrant de la montagne et de la marche en montagne. Mais elle nous montre surtout quels savoirs sont mobilisés pour rendre compte des phénomènes naturels et des hommes rencontrés. Elle associe pour ce faire 3 sciences, la géographie, toutes les géographies, y compris la géographie que nous appelons humaine, mais aussi la géographie physique, sous les noms de topographie et de chorographie. Et puis, la physique elle-même et la médecine, très importante pour Gessner. Dans cette excursion, Gessner recueille des observations de tous ordres et des témoignages venant des habitants des Alpes eux-mêmes. Il a d'ailleurs le projet d'écrire un traité complet, dit-il, sur les montagnes et leurs merveilles. Leurs merveilles, le terme est important, c'est l'époque des cabinets des merveilles, des Wunderkammer, qui s'ouvrent et de la science, de la pratique scientifique qu'on a appelée la curiosité. Ainsi, sa lettre ne se limite pas au récit d'une ascension. Il y introduit toute la substance de ses expériences et de ses connaissances. La circonstance singulière du voyage, de l'excursion sur le Pilate, est donc prise dans un projet large, celui d'écrire un livre, un traité des montagnes et de leurs merveilles, un projet de nature scientifique.
Mais la première marque de cette ambition réside dans le but même du voyage. Il s'agit en effet de visiter, il s'agit d'abord, dirais-je, de visiter un lac de montagne situé près du sommet du Pilate, et ça va expliquer le nom de cette montagne. En tout cas, c'est une explication qu'on donnait à l'époque. Un lac entouré d'une zone marécageuse. Et selon la tradition locale, Ponce Pilate, le procurateur de Judée, exilé et poursuivi pour son rôle dans la mort du Christ, aurait été précipité dans ce lac et s'y serait noyé. Les habitants de Lucerne et des villages voisins étaient persuadés que si l'on jetait une pierre ou quelque objet solide dans le lac, on déclenchait la tempête, la grêle, l'inondation. Au début du XVIe siècle, on commença à mettre en question cette tradition populaire. En 1522, un savant nommé Vadianus, Joachim von Watt, médecin et réformateur saint-gallois, avait été mandé pour effectuer l'ascension aux fins de vérifier le bien fondé du récit. Il avait conclu, il avait fait lui-même une excursion au bord de ce lac et il avait conclu son rapport par une déclaration prudente, acceptant l'idée de miracle et de merveilles météorologiques dans cette région, mais rejetant la part du récit concernant Ponce Pilate. La Cosmographia Universalis, les éditions, les premières éditions, bien qu'elles soient friandes d'histoire et d'exemplats, ne mentionne pas dans ces éditions anciennes ni le fragment, ni le Pilate, ni Ponce Pilate. En revanche, l'édition de 1628 donne une entrée à son index à Pilatus Zee, le lac de Pilate, et il décrit la montagne et le lac qui est près de son sommet en dramatisant le cadre naturel. Et il raconte comme une légende le récit biblico-météorologique. Mais au milieu du XVIe siècle, et pour éviter toute mauvaise surprise, l'ascension de la montagne était encore strictement contrôlée par le bourgmestre de la ville de Lucerne. C'est avec sa permission que le 20 août 1555, Conrad Gessner partit avec quelques personnes et des porteurs en expédition, comme un savant qui veut résoudre une énigme par la connaissance directe des phénomènes et la recherche de leurs causes. La visite du lac proche du sommet le persuadera qu'aucun élément surnaturel n'a eu lieu ni n'aura lieu dans cet endroit, d'autant que la lecture des sources bibliques, à laquelle il avait accès directement dans les langues anciennes, lui avait appris que Ponce Pilate n'était jamais venu sur les bords du lac des Quatre Cantons. Un long paragraphe est discuté pourtant est consacré à la discussion des récits locaux. Gessner y aborde les différents arguments qu'il a entendus et les écarte tour à tour en faisant appel à la raison naturelle et à l'observation comparée. Il ajoute aussi des considérations théologiques en protestant, en réformateur, soucieux de vérifier et de réfuter une croyance qui apparaîtra désormais comme une superstition dans ce canton de Lucerne qui avait rejeté la réforme. On distingue clairement dans le récit de Gessner les savoirs mis en œuvre lors de l'enquête et lors de l'enquête plus large qu'il porte à s'intéresser aux plantes, aux roches et à toute l'historia naturalis dont il fait l'observation. Ces savoirs sont mis en œuvre et coordonnés. La tradition des auctores qui reste présente, la Bible, les géographes antiques, les naturalistes antiques et médiévaux, c'est-à-dire toute la somme disponible du savoir écrit est évoquée et elle est associée à l'observation et à l'exercice d'une argumentation raisonnée. Ce sont les trois piliers de la connaissance que Gessner met en pratique. Une phase qu'on pourrait appeler pré-expérimentale et les procédures auxquelles elle donne lieu sur le terrain sont bien présentes, sans que je veuille prétendre que Gessner anticipe la construction de la science baconienne. Ce qui paraît plus spécifique est le fait qu'il présente son voyage comme une démarche consubstantielle à la science chorographique. Il dit dans son titre, la partie du titre que je n'ai pas citée, et primum chorographicam. Je vais essayer d'expliquer ce terme et de le situer dans le savoir géographique de l'époque. Dans l'ensemble plus ou moins ordonné de ces sciences géographiques en gestation, à côté de la
cosmographie, la cosmographie dite universelle, et de la topographie, la chorographie, donc c'est un triangle de sciences, la chorographie dont se réclame Gessner apparaît ici comme la description à l'échelle régionale des éléments qui constituent tous les aspects spatiaux et physiques, mais aussi l'habitat, la faune, la flore, le climat, les météores, etc., et qui reposent sur une expérience propre du lieu. Topographie et chorographie marquent le dépassement des données venues des auctores, des données écrites, au profit des données observées. La chorographie existe donc dans cette relation de Gessner comme la mise en œuvre locale d'une science de dimension plus vaste qu'elle nourrit de notations probantes et remarquables. Il l'explique lui-même dans la fin de sa lettre lorsqu'il demande à son correspondant, au destinataire de la lettre, de lui faire part de ses propres observations ou de témoignages fiables. Ajoutées aux connaissances de terrain qu'il a acquises lui-même, elles l'aideront, je cite, à composer un jour un traité complet sur les montagnes et leurs merveilles. J'ai déjà donné cette citation. Terminons par une réflexion sur l'apport de Gessner à cette géographie en train de se constituer. Sa description de se constituer à travers les voyages, ajouterais-je, pour revenir au sujet du programme de cette année. Sa description du Pilate tente à se constituer comme une science générale, on l'a vu, par le moyen de descriptions particulières, et donc d'une manière déductive, par le terrain. Je donnerai pour exemple la présentation, je donnerai encore comme un nouvel exemple, la présentation des climats alpins qu'il fait au début de la lettre et qui va devenir une topique extrêmement célèbre jusqu'à Rousseau dans la Nouvelle Héloïse. En observant la végétation et les transhumances des troupeaux, Gessner montre que la répartition des saisons dans les Alpes est tout à fait spécifique au territoire des Alpes elles-mêmes, à la montagne. La haute montagne, explique-t-il, en commençant par le haut, dans la haute montagne, les neiges et les glaces sont toujours présentes et donc cette région ne connaît que l'hiver. En dessous, ce qu'il appelle la seconde région, se trouvent des pâturages. Et alors là, on connaît le printemps et l'hiver, dit-il. Et plus bas vient une zone où apparaît aussi un automne, parce que des fruits y mûrissent, quoique fort tard. Et enfin, les basses vallées possèdent seules un véritable été, avec toutes les productions agricoles à côté des autres saisons. Ainsi, le promeneur qui fait l'ascension d'une montagne et en redescend au mois d'août parcourt les 4 saisons de l'année dans une même journée. C'est donc une science régionale, celle d'un territoire en altitude, réparti en altitude, comme le montrent les climats. Cette science régionale qu'est la chorographie au XVIe siècle remplit des fonctions précises en décrivant de près les milieux et les hommes qui y vivent. En effet, pour Gessner, qui observe, qui écoute les Helpler, comme le dit l'allemand de cette région, les hommes des Alpes, l'homo alpinus, la vie alpestre lui apparaît comme un écoumène. Les 4 saisons en un même lieu, toute l'expérience de la vie saisonnière en un même lieu, la vie alpestre lui apparaît comme un écoumène complet et harmonieux, une sorte de miroir local du monde total, où la Providence met à la disposition des hommes tous les bienfaits de la nature. Gessner multiplie les variations sur ce thème en s'appuyant sur maints détails concrets de son excursion qu'il présente étape par étape. Attentif aux gens qu'il rencontre, il note la bienveillance et l'hospitalité des hommes rencontrés, le nombre et la santé des troupeaux, les nombreux produits que les vachers tirent du lait, la variété des animaux sauvages, la beauté de la flore, l'abondance des forêts, la pureté et la fraîcheur des sources, la configuration des terrains. On voit que le mythe de l'Alpe, de la bonté et de la beauté alpine propre à l'Alpe
ne naît pas au XVIIIe siècle sous la plume de Haller ou de Rousseau, mais qu'elle prend bien ici sa première formulation. Qu'il prend bien ce mythe. Un tel éloge de la montagne, poussé à ce degré de cohérence et de force poétique et scientifique, n'est pas fréquent à la Renaissance, bien qu'il soit caractéristique qu'il décrive fort bien cette première découverte, comme j'espère vous l'avoir montré. On en trouve d'autres exemples chez ces humanistes et réformateurs des villes de la Suisse alémanique auxquels j'ai fait allusion, dont j'ai nommé certains, ou encore chez Pelletier-du-Mont à propos de la Savoie. Et cet éloge se retrouvera chez les savants au XVIIe siècle, dans cette science des curieux, par l'intérêt croissant pour les plantes, les pierres, les fossiles, qui va alors donner lieu à la naissance d'autres sciences. Mais ce qui caractérise Konrad Gessner en particulier ne réside pas seulement dans son attention et dans son empathie. Le texte que j'ai commenté comporte encore de longs développements. Il est le premier qui lie étroitement des considérations médicales à l'étude du milieu alpin. Et sans doute, c'est sur ce point qu'il se sépare le plus clairement de Münster et du groupe de la cosmographie. Il renouvelle complètement l'hippocratisme antique en posant les bases d'une physiologie de l'altitude, ce qu'on pourra nommer par la suite une médecine de l'air. Mais cela constituerait le sujet d'une autre conférence et je vous remercie de votre attention.